Radio J, l'étoile et le jasmin. Maya Naoum, bonjour. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, nous recevons René Frégosi pour son livre « Comment je n'ai pas fait carrière au PS, au Parti Socialiste » et c'est paru chez Ballant. René Frégosi, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour René Frégosi, bonjour Lise. Alors, une précision Lise, c'est que, et à nos chers auditeurs, c'est que l'émission est enregistrée, va passer donc le 14, oui. Et aujourd'hui donc. Et le premier tour et aura eu lieu. Voilà, le premier tour aura eu lieu, donc nous allons parler du PS, mais bon. Du PS avant nos élections. Avant nos élections. Alors, René Frégosi, vous êtes docteur en philosophie et en sciences politiques. Vous avez été directrice de recherche à l'université Sorbonne Nouvelle et vous présidez une petite ONG spécialisée dans l'ingénierie démocratique, la CSIEC. Je voudrais que vous nous en parliez tout à l'heure. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et articles. Vous étiez venu au micro de l'Étoile et le Jasmin sur Radio J. Non, c'était encore judaïque d'ailleurs. Pour nous parler de votre autre livre qui s'appelait Les nouveaux autoritaires en 2016 et le sous-titre c'était Justiciers, censeurs et autocrates, ça dit tout. Oui. Et vous êtes une grande connaisseuse de l'Amérique latine, on va le voir. Alors aujourd'hui, vous nous présentez Comment je n'ai pas fait carrière au PS. Alors le titre, j'avoue que il est très drôle votre titre. C'est pas je vais vous parler du PS, c'est pas j'ai quitté le PS, c'est pas non, c'est comment je n'ai pas fait carrière au PS. Alors c'est très intriguant, donc ça veut dire que vous auriez pu faire carrière au PS. Non, je crois que personnellement, je n'aurais pas pu. Et j'explique pourquoi. Ouais. Pour moi, ça aurait été impossible, étant donné mon profil. Alors justement, et étant donné la nature de ce qu'était devenu le Parti Socialiste. Voilà. Les deux ensemble, ça n'allait pas. Ben oui. Donc en fait, votre profil, donc. René Frégosi, comme votre nom l'indique, on dit René Frégoz, parce qu'on prononce pas la dernière voyelle en Corse. Vous êtes d'origine corse. Bon, oui. On a ça en commun. D'accord. Entre autres. Donc, vous venez de 3 générations de socialistes. Oui. De sociodémocrates façon Blum, on va dire. Absolument. Alors, moi, je suis résolument bloomiste. Alors, qu'est-ce que c'est la social-démocratie ? Parce que effectivement, le sous-titre du livre, en fait, parce que c'est un livre, bon, c'est assez égotique. Bon, c'est vrai, je me mets en avant, mais le titre, je l'ai eu, il m'est trotté dans la tête et je me suis dit, tiens, ça va faire vendre. Voilà. Mais et puis c'était aussi le sujet. Mais le sous-titre, en fait, c'est vraiment ça. C'était ça le propos du livre. Alors, c'est la social-démocratie empêchée. Et j'explique effectivement comment le Parti Socialiste, le nouveau Parti Socialiste, celui qui va renaître en 69, puis surtout en 71 avec François Mitterrand, n'a jamais été social-démocrate. Aujourd'hui, on entend des tas d'anciens hiérarques dire qu'ils sont sociodémocrates, mais pas du tout. René, dites-nous ce que c'est que la social-démocratie. Votre définition qui est très bien. De transformation sociale. C'est pas du tout être au pouvoir pour être au pouvoir. C'est pas la gauche de gouvernement, gouverner pour quoi faire. C'est gouverner, effectivement, pour transformer la société. C'est pour, effectivement, organiser des compromis, donc des négociations entre, alors, à l'origine, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, évidemment, avec la mondialisation, on va le voir, c'est tout le problème. La social-démocratie a perdu du terrain parce que la social-démocratie se pose à l'intérieur du capitalisme, ne prétend pas abolir le capitalisme, contrairement au marxisme. En fait, le projet social-démocrate, il naît face à l'échec du marxisme. Marx avait prédit la fin du capitalisme par une apocalypse, en fait, et le prolétariat aurait pris le pouvoir parce qu'il se serait tellement appauvri qu'en fait, il prendrait complètement le pouvoir. Or, on s'aperçoit que le capitalisme s'est peu à peu domestiqué et qu'il s'est mis à redistribuer de façon très inégale, bien sûr, mais il s'est mis à redistribuer et en fait, les travailleurs, le prolétariat, les gens qui n'avaient que leur force de travail à vendre, hein, c'est ça la définition du prolétaire, en fait se sont mis à devenir des petits possédants petit à petit et on s'est mis à parler de mobilité sociale. Et la social-démocratie donc apparaît comme un projet alternatif au marxisme, alternatif au
à la fin du capitalisme. Non, c'est un projet de domestication du capitalisme, de régulation du capitalisme. Donc, garder la dynamique, le dynamisme du capitalisme, mais répartir de façon de plus en plus égale les profits, les richesses produites par le capitalisme. Et On ça, a un vrai cours là ce matin. C'est sur magnifique. Radio J, magnifique. Entre les deux tours. Oui. Écoutez ce que c'est que la social-démocratie. Oui. Mais alors pourquoi le PS a alors failli? la social-démocratie, en fait, déjà le vieux parti socialiste, la SFIO, était en tension parce que en France, le marxisme était extrêmement puissant. Oui, Au très. congrès de Tours, Oui. à la scission du Parti socialiste, c'est les bolcheviks qui l'emportent. Bien sûr. Et Blum va rester garder la vieille maison, comme il a dit, ils étaient minoritaires. Ils ont perdu le journal, d'ailleurs. L'Humanité passe aux communistes. Et donc, en France, le marxisme a toujours fait pression sur le Parti socialiste, toujours dans une surenchère. Nous sommes les vrais révolutionnaires, nous sommes les vrais transformateurs de la société. Et les socialistes couraient toujours un peu derrière. En fait, Léon Blum, lui, était en désaccord avec le secrétaire général qui s'appelait Paul Faure. Et il était en désaccord, lui, il était vraiment social-démocrate. Et on a vu la social-démocratie en France uniquement au moment du Front populaire, où c'est Léon Blum qui a l'affaire en main et qui va pas garder longtemps le pouvoir. Mais tant qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les détenteurs du capital par la peau du cou, il les fait asseoir à une table et il prend les représentants des travailleurs également par la peau du cou et il les fait asseoir à la même table. Il les fait négocier et l'État garantit l'accord qui va être passé, garantit également le fait qu'on va se retrouver périodiquement pour renégocier, donc pour continuer à améliorer la redistribution, et il va garantir et lui-même participer à la redistribution, pas seulement en termes de salaire, mais à la redistribution directe du capital, les gens qui détiennent le capital, vers le travail, les gens qui travaillent, par évidemment des augmentations de salaire, mais aussi toutes les redistributions indirectes qui sont les retraites, la sécurité sociale, etc., etc. Et l'État va garantir, il va ponctionner le travail et le capital également pour mettre en place des politiques publiques qui vont être bénéfiques à tous. Donc la social-démocratie, c'est cette négociation organisée entre le capital et le travail. Mais vous comprenez bien que lorsque le capital est national, bien sûr que les États-nations peuvent le faire. Et la Suède, depuis 1930, met en place la social-démocratie. C'est pourquoi la Suède, jusque dans les années 90, était le pays au monde où les écarts de revenus étaient les plus étroits, où il y avait le moins d'écart de revenus, où la redistribution était la plus égalitaire, la plus généreuse à l'égard, justement, des travailleurs. Mais avec la mondialisation, lorsque les États-nations libéralisent les flux de capitaux, lorsque les États-nations perdent la main, le contrôle possible sur le capital, évidemment, nous nous trouvons devant une nouvelle phase. C'est pourquoi la démocratie, la social-démocratie, non seulement on l'a jamais mise en place, mais maintenant elle est très difficile. Il faut la réinventer dans le cadre de la mondialisation. Alors après ce cours magistral, comme tu dis, Lise. excusez-moi. Non, mais très bien. Donc, C'est pas une critique. au contraire, ça nous fait du bien. Ça Oui. nous fait du bien. De remettre les choses au Voilà, point. surtout entre les deux tours, c'est Oui. très bien. Hein. Alors donc, vous, René Frégosi, de famille social-démocrate sur 3 générations, vous le dites, vous le redites, vous rentrez au PS, vous y croyez à ce moment-là. Absolument. Alors pourquoi le PS a failli et comment le PS a failli? Parce que là, il a le pouvoir en 81 quand même. Tout à fait. Mais moi, je le dis dans le livre, Sur la social-démocratie, j'ai l'esprit lent. Hein. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et puis, vous savez très bien qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Moi, je rentre au Parti socialiste parce que pour moi, mais vraiment... C'est là où il faut être. Non, c'est un héritage c'est chez familial. moi, Oui, c'est ça, bah c'est oui. chez moi, Oui. et c'est surtout Bah le oui. parti de Léon Blum pour moi. Moi, je suis amoureuse de Léon. Vous savez,
les parcours militants, ce sont des parcours personnels, très familiaux et familiaux aussi. Familiaux, affectifs, c'est l'histoire d'une vie. Donc c'est un peu ça aussi que je veux montrer. Bien sûr. Parce que au Parti socialiste, justement, on a été envahi par ce que Jean Popren appelait la social-technocratie, c'est-à-dire en fait des éléments qui sont une espèce d'oligarchie en recomposition et qui vont investir le Parti socialiste parce que justement c'est là où il faut être pour accéder au pouvoir. Mais accéder au pouvoir pour travailler dans son intérêt propre et pas dans l'intérêt général et surtout pas des travailleurs ni des plus pauvres. Et donc, ou alors des très très pauvres, oui, mais voilà, pour maintenir un semblant de justice sociale. Mais surtout, on abandonne les classes moyennes et le prolétariat en progression, justement. Et donc, en fait, au Parti socialiste, effectivement, avec, autour de Mitterrand, vous allez avoir des tas de gens qui rentrent, qui n'ont pas de conviction. Mais moi, j'ai la conviction, effectivement, qu'il faut mettre en place une social-démocratie. Et bien sûr, le Parti socialiste, c'est le seul parti qui peut le faire. Et c'est le parti qui a tenté de le faire un peu avec Léon Blum. Et moi, alors là, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, si vous voulez, moi, je trouve énormément de gens de bonne volonté et plein de gens qui ont des convictions comme moi. Et donc, je me mets à militer. Moi, je milite depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé au MLF, à l'Organisation révolutionnaire anarchiste, etc. Pour moi, le travail collectif, et le militantisme, c'est vraiment quelque chose, parce que il faut qu'il y ait du plaisir, hein. C'est un vrai plaisir d'être ensemble, de travailler ensemble et de discuter. Bon. Donc, moi, je rentre dans le PS et je me mets à militer. Mais vous allez faire deux choses très intéressantes. Vous avez fait plein de choses intéressantes, mais il y a quand même deux choses qui sont importantes. Vous allez créer cette petite ONG. Oui, ça c'est dans les années 90. Après, oui, mais on va passer sur le temps, tant pis. Oui. Vous allez faire cette ONG dont vous allez nous parler dans 2 minutes, qui est quand même assez intéressante. Et vous allez surtout dans les années 80, donc vous êtes au PS, diriger l'IRES quand même. L'IRES, c'est pas rien. L'ISER, pardon. Oui, je suis dyslexique. Je l'ai vu à l'envers. C'est quand même très intéressant parce que c'est l'Institut de recherche du PS. C'était un lieu. Moi, j'ai pris ça très au sérieux. Voilà. On organisait des rencontres entre des responsables politiques, évidemment en premier lieu du Parti socialiste, mais bien au-delà, et des intellectuels. Et en fait, on traitait des grandes questions du moment. On a parlé notamment, évidemment, de ce qu'on n'appelait pas encore l'islamisme, mais de la question de la révolution iranienne, par exemple. Et puis, évidemment, la question de la montée du Front National. Et on traitait des questions, mais aussi, on a parlé de la social-démocratie, on parlait du stalinisme, etc. De toutes les questions qui agitaient la gauche au sens très large. Moi, dans mes réunions, ça allait de Alain Lipietz, avec qui j'ai toujours gardé de très bonnes relations, à Léo Hamon, que j'adorais, qui avait beaucoup d'affection pour moi, vraiment on s'entendait bien. Vous voyez, c'était vraiment la gauche au sens large, et on réunissait tout ce monde, et on débattait, on discutait, et moi je prenais ça très au sérieux. Alors, l'idée de François Mitterrand, c'est lui qui a créé cet institut, était très juste. C'était une stratégie pour, en fait, ravir au Parti communiste l'hégémonie intellectuelle. Et ratisser large. Et ramener à nous des compagnons de route, mais du Parti socialiste. Et donc, effectivement, l'ISER servait à ça. L'Institut socialiste d'études et de recherche, ça s'appelait. Bon. Et effectivement, moi, je trouvais ça très bien, puisque moi, j'ai toujours été anti-bolchevique, puisque j'étais social-démocrate, bloumiste et socialiste. Et justement, là, vous pouvez travailler, là, vous pouvez faire quelque chose. Alors moi, j'avais une grande liberté. Parce que, en fait, alors, il y avait certains leaders qui venaient à l'ISER, et puis on avait des journalistes, etc. Mais en fait, c'était pas le cœur du pouvoir et du parti. Et puis ensuite, pareil, lorsque parce que je suis rentrée comme permanente au bout d'un moment. Mais pour moi, être permanente du PS, j'ai continué mes études. Moi, j'ai fait mes 2 doctorats tout en travaillant à temps plein, même à plus que temps plein. Mais pour moi,
être permanente du parti, c'était vraiment continuer à être militante, prendre des responsabilités, etc. Mais je rêvais totalement. En fait, nous les permanents... Avec le recul, vous dites que vous rêviez. Ah ouais, totalement, parce qu'on était complètement méprisés par la direction. C'est dingue. Mais vous ne vous en rendiez pas compte à l'époque. Alors, aujourd'hui, d'après ce que vous dites, vous ressentez peut-être que vous avez été victime d'une manipulation ou pas? Moi, je n'ai pas été manipulée. Moi, je me suis aveuglée. Oui. Et donc, c'est intéressant. Mes yeux pendant que les autres faisaient carrière. Voilà. Mes yeux ont mis beaucoup de temps à se décider. Pendant que les autres faisaient carrière, alors elle fait pas carrière. C'est très intéressant. Moi, je fais des choses. Ouais. Mais et après, je vais au secteur international où là, évidemment, alors justement, je me régale. Alors là, quand même, le Parti socialiste, grâce à ça, vous arrivez à faire un truc dingue. On rappelle que René Frégosi est spécialiste de l'Amérique latine. J'ai lu vos livres sur ça. Et là, il se passe un truc incroyable. Vous créez donc ce CECIEC. Je vais pas me tromper parce que je suis dyslexique, j'arrive pas à les dire. Les acronymes, j'arrive pas à les dire. Alors dites-nous ce que c'est, parce que ça, c'est fou quand même. Oui, le Centre européen. C'est un contrôle pour un contrôle électoral. Non, mais voilà. expliquez-nous. C'est parce qu'en fait, je suis à l'Isère, mais j'étais très amie avec Colette Audry. Colette Audry meurt et Pierre Mauroy veut en finir avec cet institut pour créer la Fondation Jean Jaurès, où il ne me fait aucune place. Et moi, j'avais découvert le Chili, je l'ai connu bien longtemps avant, mais donc j'avais participé avec les Chiliens aux contrôles électoraux parallèles qu'ils avaient organisés en 88 et 89 pour le référendum qu'avait fait Pinochet pour demander au peuple chilien s'il voulait qu'il se présente aux élections, et au référendum, le non a gagné, grâce à une stratégie extrêmement lucide de la part des socialistes et des démocrates chrétiens avec qui ils étaient alliés. Et donc j'ai participé avec eux au Chili à ce contrôle électoral parallèle qui a grandement contribué à faire reconnaître la victoire du non au référendum, puis ensuite à gagner les élections dans la foulée un an plus tard. Et ce contrôle électoral, c'est on met des observateurs, on a toutes les données, bureau de vote par bureau de vote. Donc on a tous les vrais résultats. C'est pas un sondage sorti des urnes, etc. C'est vraiment un contrôle exhaustif. Et donc, je prends ce modèle et je veux l'exporter au Paraguay pour les premières élections libres. Mais je ne peux pas le faire avec le PS, et donc je crée cette petite ONG. Et ensuite, j'ai organisé, et au Paraguay, en fait, de contrôle parallèle, on s'est transformé en contrôle officiel parce que l'organe officiel n'a pas donné de résultats et les élus pour les premières élections libres ont été reconnus sur l'unique foi de nos données à nous. Et en plus, là, on a été light dans la conversation parce que ça balance pas mal dans le livre de René Frégosi. Vous nous dites des choses très essentielles sur ce qui s'est passé au PS et votre regard à vous. C'est vraiment un livre que nous recommandons. Parce que, tout à fait. Et alors, puis entre les deux tours, c'est pas mal. Voilà. Même si les scores sont pas géniaux. À lire absolument, René Frégosi, Comment je n'ai pas fait carrière au PS, la social-démocratie empêchée, et c'est paru chez Ballant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci, Maya, à très vite. Merci, à bientôt. Merci.